officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Music sweeter, just like one treat. To drop it hotter than island heat. Yeah, me with the island floor. I could have been digits and I don't know. Hear some people say I don't grow up. Tell them when I'm about I dirais de Adjoa. Alors, Nafal. Que du bonheur d'être là-bas, ce 9 mars en train de célébrer Adjoa. Yes. 1896-2024. Yeah, that's the far Rastafari. Blessed Lord. Bless. Alors, Adjoa. Voilà, Julia Bonacci. Ouais, les gars sont là. Merci à tous, vraiment bienvenue. Et comme on dit en Éthiopie, Nkran Adolescent, nous sommes vraiment contents que vous soyez là. Alors, nous organisons cette commémoration pour la victoire d'Adwa, c'est-à-dire d'une armée africaine sur une armée occidentale, en l'occurrence l'Éthiopie. L'association Rastafari Goubaye a pour objet le développement d'activités, d'actions culturelles favorisant les échanges entre l'Éthiopie, la France, l'Afrique, l'Éthiopie, l'Afrique, la France et les Caraïbes. Nous avons été inscrits au registre des associations et nous avons pu bénéficier de nos outils techniques au début de cette année, ce qui a pu nous permettre de produire notre premier événement, et nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Conscience de son devoir de mémoire, l'association Rastafari Goubaye se donne aussi pour mission de transmettre aux générations futures la connaissance de leur histoire. Comme le disait Marcus Garvey, un des précurseurs du mouvement panafricaniste, mouvement d'unité africaine au siècle dernier, il disait, je cite, « Un homme sans la connaissance de son histoire est comme un arbre sans racines. » Cette histoire que nous partageons avec vous ce soir est le fruit de saisons cueillies sur les branches d'un arbre séculaire de plus de 128 ans. L'esprit d'indépendance, cet esprit de force qui a depuis toujours caractérisé la nation éthiopienne, n'est pas un simple mythe. Ce peuple héroïque, dont la réputation de bravoure trouve des échos chez les poètes grecs Hérodote et Diodore, qui vantent leur courage et louent leur combat pour la liberté. L'histoire du royaume antique d'Éthiopie ne rapporte-t-elle pas les luttes incessantes menées par ces rois pour la sauvegarde et le maintien de l'indépendance? Ce soir, sœurs et frères, permettez-moi, sœurs et frères, trois grandes figures royales d'Éthiopie sont mises en lumière pour l'amour de leur peuple, leur courage ainsi que leur piété. Je vais laisser la place à Marcos pour présenter nos amis conférenciers, historiens. Merci bien et je vous souhaite une bonne soirée. Oui, donc moi je m'appelle Marcos Arumayo, je suis éthiopien et donc j'ai été invité par Joseph en tant qu'Éthiopien, je pense pour pouvoir servir le modérateur. Et voilà, on ne savait pas à quel public on aurait affaire. Donc s'il fallait parler en amarinya et traduire des choses, il fallait que je sois, voilà, il voulait que je sois présent.
Oui, donc longue vie à Rastafari, directement dans le programme du jour. Donc on va évoquer aujourd'hui la fête d'Adwa. C'est la bataille d'Adwa à Adwa qui a eu lieu le 1er et le 2 mars 1896 par le Nebukadnezar Ménédicte II et l'armée italienne. Donc voilà, c'est le programme qui nous réunit aujourd'hui. Et pour en parler, on a deux personnalités parmi nous, deux grands connaisseurs de l'histoire de l'Éthiopie, et que je vais vous présenter et que je vais demander à venir s'installer. Je présente Giulia Bonacci, c'est le docteur Bonacci, qui est historienne chargée de recherche à l'Institut de recherche de développement auprès de l'URMIS, l'Université Côte d'Azur à Nice. Donc elle est venue exprès aujourd'hui de Nice pour pouvoir partager son savoir. Elle étudie la place de l'Éthiopie dans l'histoire intellectuelle et les cultures populaires des diasporas africaines depuis le 19e siècle, le panafricanisme, le mouvement Rastafari et les séquelles de l'esclavage en Éthiopie, entre autres. Son livre, un de ses livres, Exodus, c'est l'histoire du retour des Rastafariens en Éthiopie, qui a été traduit en anglais et publié par l'Université des West Indies en Jamaïque. Et il a été primé 2 fois aux États-Unis. Et bientôt, la version amharique devrait bientôt voir le jour. Elle a édité d'autres ouvrages et revues. Elle publie des recherches en anglais, en français, et elle intervient régulièrement dans la presse, notamment à la radio. Et là, je tente. Et là, à ma gauche, c'est Amda Selassie, Rasdilo Lévy. Il nous vient directement de Londres. Et il est membre et actuel aumônier du Local 3 de Londres. Il est membre fondateur Local 7 en Martinique. Il est membre Local 8 aussi de Paris également. Donc aumônier par profession. Donc il travaille dans Londres, dans les prisons londoniens, et conseiller auprès du ministère de la Justice dans toutes les prisons dans toute la Grande-Bretagne, où il intervient auprès des gens qui ont la confession rastafarien. Et voilà, il a un grand rôle à jouer dans le ministère de la Justice en tant qu'aumônier, c'est sa profession. Mais au-delà de ça, il est également interprète, traducteur. Il est consultant touristique et historique éthiopien. Il a un lien, il peut en parler mieux que moi, il y a un lien avec l'Éthiopie, et voilà, il a énormément aussi œuvré pour que l'Éthiopie soit reconnue auprès de la communauté West Indies en général. Et bien sûr, il est présent aujourd'hui aussi en tant que conférencier, je vous laisse la place. Et Dr Bonacci, qui va nous présenter, aujourd'hui c'est le thème qu'elle a choisi, les conséquences de la guerre d'Adwa. On va parler de la souveraineté préservée, puis menacée en 1935 avec l'invasion de Mussolini, la mobilisation panafricanisme et le EWF, et jusqu'au don des terres à Chachemel. Donc une fois donc, elle va nous présenter l'impact qu'a eu la guerre d'Adwa à travers le monde, à tout le peuple africain, noir, oppressé des Caraïbes. Ça va les enfants? Pas trop fatigués? Bon. On a Fouad? Donc, merci beaucoup à Rastafari Goubaye pour cette invitation à me joindre à eux, à me joindre à vous ce soir. C'est un plaisir. Merci Joseph. Merci Amda Selassie, c'est un honneur d'être à ton côté. Et merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence ce soir.
Alors moi je vais vous parler de certaines des conséquences de cette victoire à Adwa, Adwa 2. En particulier, je vais suivre deux fils. Le premier, c'est autour de la préservation de la souveraineté de l'Éthiopie, qui est donc la conséquence directe, c'est-à-dire que grâce à cette victoire, l'Éthiopie ne devient pas une colonie italienne. La souveraineté de l'Éthiopie est préservée, ainsi que son indépendance, ce qui est tout à fait essentiel dans un contexte que Haïlé Sélassié a rappelé tout à l'heure. On est dans un contexte colonial, le continent africain est partagé par les puissances européennes qui établissent un certain nombre avec de leur pouvoir sur des territoires, sur les différents espaces du continent. Donc la souveraineté de l'Éthiopie a évidemment des conséquences nationales, internes, mais également des conséquences régionales et internationales. Et pas seulement dans ce rapport colonial entre l'Éthiopie et les puissances européennes, l'Italie en premier chef, mais également les autres puissances, notamment la France, le Royaume-Uni, etc. Mais il y a une autre dimension internationale qui est celle que je vais souligner ce soir. C'est la façon dont la préservation de la souveraineté de l'Éthiopie a permis la mise en relation entre l'Éthiopie et les Noirs du monde. J'utilise ce terme pour des raisons claires que vous comprendrez par la suite, mais ce que j'appelle les Noirs du monde, ce sont les descendants des Africains, emmenés pour la grande déportation de l'esclavage atlantique, emmenés dans les sociétés américaines au sens large. Aujourd'hui, on va surtout évoquer les États-Unis et les Caraïbes, mais il y en a évidemment d'autres sur ce, entre guillemets, nouveau monde. En fait, cette mise en lien entre l'Éthiopie et les Noirs du monde, c'est ce qu'on appelle la relation panafricaine. Et Adwa propose un nouveau tournant de cette relation panafricaine. En fait, elle existait déjà. En particulier, le terme Éthiopie était un terme qui circulait dans cette matrice atlantique depuis déjà plusieurs siècles. Ce terme Éthiopie représentait, en fait, on peut parler d'un réservoir. Moi j'aime bien l'idée du grenier. Le terme Éthiopie recouvrait toute une série, en fait, de références qui représentent ce grenier. Le terme, disons, savant qu'on a donné à ce grenier, ce réservoir, ce stock, c'est l'éthiopianisme. Ces idées sont des idées religieuses et politiques. L'éthiopianisme, donc cette idée de l'Éthiopie, cet imaginaire de l'Éthiopie qui circulait dans le monde atlantique, c'est une forme de nationalisme noir, c'est une citoyenneté noire qui prend appui sur des textes bibliques, donc des références issues de la Bible, à travers lesquelles ces Noirs du monde s'identifiaient aux Éthiopiens, par analogie de la couleur de la peau, même si on sait qu'en Éthiopie, les couleurs et les distinctions ne se font pas de la même façon. On sait que noir, blanc, ces catégories raciales sont des produits de cette histoire de l'esclavage qui a profondément donné forme en fait, au monde que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc à travers ce grenier de références bibliques, les Noirs du monde s'identifient à l'Éthiopie et à la destinée prophétique de l'Éthiopie. Pour ça, on pourra y revenir plus tard dans la discussion si vous avez des questions, parce qu'il y a plein d'histoires passionnantes en fait qui sont recouvertes par ce terme éthiopianisme. Adwa offre un nouveau tournant à cette idée, à cet imaginaire de l'Éthiopie. Grâce à la victoire d'Adwa, l'éthiopianisme va s'ancrer en fait dans l'Éthiopie que l'on connaît, ce pays d'Afrique de l'Est. En fait, la victoire d'Adwa territorialise, c'est-à-dire donne un territoire à cet imaginaire. Et c'est pour ça que de nouvelles relations
vont être mises en place grâce à la victoire d'Adwa. Alors je vais d'abord vous mentionner, donc là on est reparti, c'est une image du site hein, de Adwa, dans le nord de l'Éthiopie, où j'étais il y a presque une dizaine d'années maintenant. Et voici une des premières personnes dont je voulais vous raconter un petit peu l'histoire. Benito Sylvain. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom. Benito Sylvain était un Haïtien. Ok, Haïti, c'est cette vieille colonie de la France, la colonie de Saint-Domingue. C'était la perle des Antilles. C'est cette grande île qui était comment dire, qui offrait à la France la plus grande production de sucre. Haïti représente, disons, la colonie de Saint-Domingue représente quelque chose de très important dans l'histoire, pas seulement de la Caraïbe, ni des Amériques, mais dans l'histoire du monde, de notre monde, parce que c'est la première révolte d'esclaves qui a été vraiment victorieuse. Après plus d'une dizaine d'années de guerre, les Africains, les descendants des Africains qui étaient esclavés, comme on dit aujourd'hui, en Haïti, se sont battus, ont pris les armes et ont pris le pouvoir. Ils ont fondé la République d'Haïti en 1804. C'est la première République noire. Benito Sylvain est donc un Haïtien. Il est musicien, il est officier de l'armée haïtienne et il est aussi docteur en droit. Il a soutenu une thèse de droit en 1901 qui s'appelait « Du sort des indigènes dans les colonies françaises ». Et Benito Sylvain, entendant parler de la victoire d'Adwa, prend la route, ou la mer, j'allais dire d'abord, avant de prendre la route, vers l'Éthiopie, avec une lettre du président général Nor-Alexis, donc le chef de l'État haïtien de la première République noire, lettre adressée à l'empereur Ménélique, dans laquelle la République d'Haïti signifie tout son soutien au grand empire noir de l'Afrique de l'Est qui avait défendu victorieusement sa souveraineté. Benito Sylvain, vous le voyez sur la photo de gauche, c'est le deuxième à partir de la gauche, debout, en costume blanc. Et donc là, c'est en Éthiopie. Il a voyagé, il est venu 4 fois en Éthiopie. Okay, son premier voyage, c'était en 1897, donc juste un an après la victoire d'Adwa. Et c'est quand même une histoire assez intéressante. Bon, Benito Sylvain, par la suite, a aussi publié un journal dont vous voyez la couverture ici, qui s'appelle l'Étoile Noire, qui fait référence, vous savez, ce symbole de l'étoile noire, qui est un des grands symboles panafricains, qui sera par la suite celui porté par Marcus Garvey, qui a été mentionné tout à l'heure, de Black Star, et on pourra y revenir tout à l'heure dans la discussion si vous voulez. Et ce qui est très intéressant de ce premier, disons, afro-caribéen de nationalité haïtienne à venir en Éthiopie suite à la victoire d'Adwa, c'est qu'il va représenter à la fois Haïti et l'Éthiopie à la première conférence panafricaine qui s'est tenue à Londres en 1900. C'était... Bon, il y a eu toute une série de congrès panafricains par la suite, hein, au XXe siècle, mais la conférence panafricaine de Londres en 1900 est très importante. C'est la première de cette ampleur-là. Et voilà, un officier de la marine haïtienne, il représente à la fois Haïti et l'Éthiopie. Donc en fait, à ce moment-là, en représentant ces deux nations à Londres en 1900, c'est la souveraineté de l'Éthiopie qui s'inscrit dans un espace international, mais surtout panafricain. La victoire d'Adwa s'ancre comme un repère dans cette histoire du panafricanisme. Alors, c'est un moment fondateur, c'est pas le seul, hein. Une vingtaine d'années plus tard, par exemple, l'Éthiopie devient membre de la Société des Nations. La Société des Nations, c'est le précurseur de l'Organisation des Nations Unies, que nous connaissons toujours aujourd'hui. C'était, disons,
une des premières grandes organisations internationales fondée en 1920 à Paris, suite à la Première Guerre mondiale. Et l'Éthiopie suit tout un processus pour y rentrer, est obligée de démontrer qu'elle a bien aboli l'esclavage pour pouvoir y rentrer, et malgré les réticences des États européens, pour la plupart, qui siègent dans la Société des Nations, l'Éthiopie y entre en 1923 et donc ancre sa souveraineté là aussi dans ces organisations internationales. La souveraineté de l'Éthiopie est mise en scène encore quelques années plus tard à l'occasion du couronnement de Haïlé Sélassié en 1930. C'est un événement particulièrement important à travers lequel l'indépendance et la souveraineté de ce pays d'Afrique de l'Est est mis en scène devant les puissances étrangères qui sont invitées, mais aussi donc devant le monde entier. C'est un événement dont on ne peut pas diminuer l'importance. Rappelez-vous, on est dans un continent africain complètement colonisé, et là, un jeune homme noir, Tafari Makonnen, est couronné aux côtés de son épouse Menen Asfaw le 2 novembre 1930 en l'église Saint-Georges à Addis Abeba. Et ce couronnement est préparé d'une manière pour que tous les codes de la souveraineté, tous les attributs des nations puissent être reconnaissables aux yeux des puissances européennes, des monarchies européennes et aux yeux du monde. C'est donc, je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans les détails de l'événement fastueux, mais il y a donc des étrangers qui viennent de toute l'Europe et aussi des États-Unis pour participer à l'événement. Il y a un journaliste jamaïcain-américain qui s'appelle Joel Rogers qui couvre l'événement. C'est un des premiers journalistes afro-américains à passer du temps en Éthiopie. Et c'est quelqu'un qui, aux États-Unis et dans le monde anglophone, caribéen de l'époque, était déjà très connu et très apprécié pour sa défense des droits des travailleurs noirs, pour la circulation des informations relatives à l'Afrique et au peuple noir dans les Amériques. Il avait déjà écrit des livres. C'est un homme dont les travaux sont lus et connus de manière populaire, en fait. Il écrit dans la presse, il a lui-même publié ses ouvrages. Joel Rogers va couvrir le sacre de 1930 et il en parle de façon... on sent qu'il est très fier et très heureux de pouvoir y être. Évidemment, ce n'est pas le seul journaliste à couvrir l'événement. Il y a un autre très grand journal qui est très connu, qui s'appelle le National Geographic, qui envoie plusieurs photographes et journalistes couvrir le couronnement de 1930. Et c'est un détail mais qui est intéressant. Le National Geographic, c'est son premier numéro en couleur. C'est un journal qui promet en fait à son lectorat américain une ouverture sur le monde. Le National Geographic fait des reportages sur différents endroits dans le monde et donne ainsi à son lectorat américain un accès privilégié à des endroits lointains. Et le National Geographic diffuse les images du couronnement, mais les diffuse à une échelle très importante. Et d'ailleurs, presque 20 ans après le couronnement, après ce sacre, au début des années 50, on trouve en Jamaïque des exemplaires de ce numéro du National Geographic qui est utilisé, qui est apprécié à l'image d'une preuve de l'importance de ce couronnement et de son caractère biblique pour les populations jamaïcaines qui produiront le mouvement Rastafari. Une autre conséquence de ce grand sacre de 1930, c'est l'arrivée en Éthiopie de nombreux Africains-Américains et Afro-Caribéens qui font cette longue route par bateau, par la route, etc., pour venir vivre en Éthiopie. Et je vais mentionner rapidement
un couple auquel je suis assez attachée. Vous voyez ici, pardon, vous voyez ici le rabbin Arnold Josiah Ford et son épouse Inian Minas Ford. Rapidement, le rabbin, ils viennent tous les deux de la Barbade, donc cette petite île dans l'est de la Caraïbe. Ils arrivent en Éthiopie juste après le sacre. Ils sont juifs noirs. Ils sont, alors pas Beta Israël, hein, pour les Éthiopiens dans la salle. Ils sont juifs noirs, on pourra en parler après si vous voulez. Le rabbin Ford est donc musicien, il est directeur musical de l'UNIA, la Universal Negro Improvement Association, l'association pour le progrès universel des nègres, qui est la grande organisation fondée par Marcus Garvey en 1918 à New York, co-auteur de ce qui est appelé l'hymne éthiopien universel, The Universal Ethiopian Anthem, qui devient l'hymne de la race noire, l'hymne de la nation noire représentée par Marcus Garvey, un hymne qui est encore chanté jusqu'à aujourd'hui dans les congrégations de Rasta. Donc là encore, on a avec cette mise en scène de la souveraineté de l'Éthiopie, un lien qui se renforce avec ces populations noires du monde. Pour les Éthiopiens qui ont vécu à Addis Abeba, vous connaissez peut-être l'école Zenebewerk, qui était la première école mixte fondée par Minian Ines Ford, et qui a fonctionné en fait jusqu'aux années du Derg, qui a repris après. Le rabbin Ford est mort bien trop tôt en Éthiopie, et Minian Ines Ford a vécu jusqu'à la fin de sa vie, beaucoup plus longtemps que son mari en Éthiopie. N'ont jamais quitté le pays. Mais la souveraineté de l'Éthiopie reste menacée. Hein, l'Italie n'a jamais pu accepter en fait cette défaite à Adwa en 1896. Vous voyez ici une photo qui est un mémorial italien à Adwa, où il y a écrit « Aikadouti » à ceux qui sont tombés. Adwa 1896, « Non dobbiamo dimenticare » nous ne pouvons pas oublier. En 1935, l'Éthiopie revient, bon, je vais évidemment de façon un peu schématique parce que vous n'avez pas toute la nuit pour m'écouter. Et l'Italie travaille à sa vengeance et cherche à reconquérir l'Éthiopie. La Société des Nations, dont les membres devaient être protégés des agressions les uns envers les autres, trahit l'Éthiopie, ne défend pas l'Éthiopie. Et l'Italie, en octobre 1935, rentre en Éthiopie, en quelques mois arrive à Addis Abeba. Haïlé Sélassié est le premier souverain à avoir le choix de l'exil, et il part via Jérusalem et Genève, où il fait un discours très émouvant. Il part en exil à Bath, au Royaume-Uni, accueilli donc par la monarchie britannique, mais dans une situation très difficile, avec un gouvernement éthiopien en exil, une résistance sur place qui s'organise. Voilà, ce sont des années très très dures. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que parmi les personnes qui se sont le plus élevées pour défendre la souveraineté de l'Éthiopie à ce moment-là, eh bien ce sont les Noirs du monde, justement. Évidemment les cercles antifascistes, mais il y a une mobilisation très importante du jour au lendemain qui prend forme dans toutes les Amériques, aussi en Afrique de l'Ouest, dans tous les pays en fait où il y avait des peuples noirs subjugués, colonisés, citoyens de seconde zone. L'Éthiopie devient une cause à défendre. Des volontaires essayent de s'enrôler pour aller se battre en Éthiopie, la plupart du temps sans succès, sauf pour certains d'entre eux, comme le colonel John Robinson, qui était un pilote d'avion et qui a donc combattu avec l'aviation éthiopienne contre les Italiens. Il est afro-américain.
Il y a des boycotts, des manifestations, des pétitions dans toutes les îles de la Caraïbe, aux États-Unis, au Canada, etc. Il y a de nombreuses associations pro-éthiopiennes qui sont formées. On pense même au grand panafricaniste George Padmore qui vient de Trinidad, qui est à Londres, qui va fonder le International Bureau of African Affairs, dont l'objectif premier est la défense de la cause éthiopienne, la défense de la souveraineté de l'Éthiopie. Et d'ailleurs, une délégation d'intellectuels et militants afro-américains va jusqu'à Bath demander le soutien de l'empereur pour aider à, comment dire, dans la myriade d'associations pro-éthiopiennes qui avaient bourgeonné très rapidement. Il demandait le soutien de Haïlé Sélassié, l'empereur en exil, pour fonder une association qui puisse centraliser le soutien moral et financier apporté par ces populations noires. Et donc Haïlé Sélassié envoie Melakou Bayen, que vous voyez ici sur cette image. Il envoie Melakou fonder la Fédération mondiale éthiopienne, the Ethiopian World Federation, en 1937 à New York. L'objectif de ce qu'on appelle donc la Fédération mondiale éthiopienne, c'est donc de centraliser ce soutien moral et financier, de lever des fonds, d'organiser des activités au bénéfice de l'Éthiopie. Il mène différentes campagnes comme Save Ethiopia, il y a tous les petits commerces, négoces afro-américains. Vous savez, dans les années 20, New York, Harlem, c'était devenu la métropole noire des Amériques. Donc il y a une densité d'afro-américains et caribéens qui vivent là-bas qui est très importante. Et donc, l'Ethiopian World Federation commence son travail de défense de la souveraineté de l'Éthiopie à ce moment-là et publie également un journal dont vous voyez ici une page qui s'appelait The Voice of Ethiopia et qui relayait des nouvelles de la guerre, des nouvelles de l'Éthiopie, des nouvelles des mobilisations, des différentes activités qui avaient lieu à New York mais aussi ailleurs. Très rapidement, des dizaines de branches de la fédération se sont ouvertes aux États-Unis, dans les Caraïbes, etc., en s'appuyant en fait sur les géographies plus anciennes du garvéisme et de l'organisation de Marcus Garvey que j'ai mentionné tout à l'heure. Il faut attendre 1941 pour que l'empereur éthiopien puisse reconquérir le trône avec l'aide militaire des Britanniques. Il y a donc toute une campagne militaire et voilà, presque 5 ans, jour pour jour, après la chute d'Addis Abeba aux mains des Italiens, Haïlé Sélassié revient en Éthiopie, la souveraineté de l'Éthiopie est restaurée. Une fois cette souveraineté restaurée, l'Éthiopie va mettre en place un programme de recrutement de professionnels caribéens et africains-américains, des professeurs, des artisans, des journalistes, des éditeurs vont venir en fait à l'invitation du pouvoir éthiopien pour travailler à la reconstruction du pays après la guerre. Et vous en voyez un certain nombre sur cette image. Il y a le colonel Robinson dont j'ai parlé tout à l'heure qui est debout, le deuxième à partir de la droite. À gauche vous avez David Talbot qui est une personnalité très importante qui vient de la Guyane, la Guyane britannique, et qui a été longtemps l'éditeur du Ethiopian Herald, donc le premier journal de langue anglaise publié en Éthiopie. Grâce à cette souveraineté restaurée, donc tous ces professionnels viennent à Addis Abeba, certains y restent 1 an, 2 ans, d'autres y restent toute leur vie, comme David Talbot. Il y a une autre chose très importante qui se passe. Des terres sont données par la couronne éthiopienne aux membres de la Fédération mondiale éthiopienne, donc de l'Ethiopian World Federation, qui avaient soutenu l'Éthiopie pendant la guerre. Ces terres ont été données à la périphérie de Shashamane, dans le sud de l'Éthiopie. De nombreuses terres ont été données après la guerre
par la couronne éthiopienne pour remercier les vétérans, pour donner une ressource aux veuves de guerre notamment, voilà, et également donc au peuple noir du monde qui a soutenu la cause éthiopienne. Ces terres données à Shashamane sont celles que vous connaissez peut-être, ou dont vous avez peut-être déjà entendu parler, où vit une communauté totalement unique sur le continent africain, qu'une communauté Rastafari. Mais les premières personnes à s'y installer, ce sont Helen Piper à gauche et son époux James Piper à droite. Ce sont des juifs noirs, comme le rabbin Ford, qui viennent de Montserrat, qui est une toute petite île volcanique en Caraïbes, et ils s'installent à Shashamane. Vous voyez dans le coin la maison que James Piper a construite. Il était menuisier. Et au milieu, vous avez Gladstone Robinson, qui est un Rastafari américain, donc pas un Jamaïcain, qui arrive en 1964 à Shashamane. Bon, je ne vais pas avoir le temps là de parler, j'ai déjà parlé bien assez longtemps. Pour conclure, cette victoire d'Adwa a donc eu des conséquences internes, dont on n'a pas beaucoup parlé, que Haile Selassie a évoqué en termes de modernisation du pays, etc. Mais aussi des conséquences externes, internationales, dans le monde colonial. Donc sa souveraineté est reconnue, défendue, préservée, son indépendance est possible, et dans le monde panafricain. Cette victoire d'Adwa a représenté un tournant des relations, dans des relations panafricaines plus anciennes, et une transformation de ce grenier représenté par l'éthiopianisme. L'Éthiopie était un imaginaire biblique, notamment. Après la victoire d'Adwa, l'Éthiopie devenait une nation à laquelle ces Afro-Américains et Afro-Caribéens continuaient à s'identifier, à défendre. Grâce à la victoire d'Adwa, ils avaient, avec les Éthiopiens, une nation en partage. Finalement, tout cela nous dresse un portrait de l'Éthiopie, où l'Éthiopie devient presque plus grande même qu'elle-même, une Éthiopie plus grande et qui a servi de lumière au monde noir et aux descendants des Africains dans les Amériques, qui ont toujours non seulement défendu eux aussi la souveraineté de l'Éthiopie, mais à qui cette souveraineté a servi pour revendiquer et défendre leurs propres droits dans des sociétés coloniales ou ségréguées dans lesquelles ils vivaient aux Amériques. Et finalement, c'est cette victoire d'Adwa qui a été si importante pour l'Éthiopie et si importante pour le monde que nous avons le plaisir de célébrer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Vous voyez ici le mémorial de la victoire d'Adwa qui est donc sur le site lui-même, et vous y voyez une stèle très belle qu'on peut, enfin aujourd'hui je ne sais pas, mais qui en tout cas on pouvait voir il y a quelques années. Je vous remercie de votre attention et on va, je pense, ouvrir la salle un petit peu aux questions si vous en avez. Merci à vous. Merci beaucoup. Franchement, moi je suis un peu gêné de les interrompre à chaque fois pour dire qu'il n'y a que 20 minutes qui vous sont imparties. On aurait aimé continuer à les écouter, mais bon, on est limité par le temps. Et j'espère aussi dans le public, il y a la nouvelle génération qui doit être inspirée, parce que ces problèmes-là qu'on a évoqués il y a 128 ans, les problèmes persistent. Le problème de la discrimination. D'une manière générale, en Afrique et dans les Caraïbes, qu'il y a cette bataille-là qui se passe. Vous avez évoqué Haïti, effectivement, Haïti c'est un exemple. Il faut prendre la première République noire dans les Caraïbes. Moi je suis des Antilles, de la Guadeloupe, donc on est concerné par ce qui s'est passé aussi par cette victoire qui montre que la souveraineté, la liberté, c'est quelque chose qu'on défend ardemment. Bon, donc, effectivement, pour revenir un peu sur l'histoire de l'Éthiopie,
c'était suite à un petit peu après que, en 1945, il y a eu cette nouvelle intrusion de l'Italie et tout ça en Éthiopie, et qu'après toutes les mobilisations internationales que vous avez évoquées, qu'on a pu restaurer la souveraineté, je me pose la question de savoir comment, dans les dizaines d'années qui ont suivi, comment ça a évolué, puisque je sais que le siège comment dirais-je, des pays, les pays africains, c'est l'OUA, ça a démarré à Addis Abeba, je crois. Voilà. Et donc tous les pays africains se réunissaient là, donc sachant bien cette grande histoire quand même de l'Éthiopie, et je me demande comment peut-être ça les a pas inspirés plus fortement à pouvoir se regrouper, se mettre ensemble, à travailler fortement sur l'unité globale de l'Afrique pour lutter contre l'impérialisme et le colonialisme occidental qui malheureusement a continué à s'installer, à diviser l'Afrique avec par la suite ce qu'on connaît de soi-disant indépendance artificielle où tout a été mis sous contrôle, hein, l'économie, avec la monnaie qu'ils ont infligée aux pays africains, notamment dans le giron français, pour continuer à dominer l'Afrique économiquement, politiquement, culturellement. Je me présente Théo Lubin, je suis président d'une association qui s'appelle Comité d'organisation du 10 mai et membre secrétaire de l'association Dr Maliku Bayan Corporation. Et la question est simple parce que pour nous, l'Éthiopie a perdu sa souveraineté au moment où on a déposé Sa Majesté. Et aujourd'hui, on a perdu l'histoire d'un royaume, l'histoire du Kebra-Négast, pour instaurer un système républicain. Donc aujourd'hui, on est sous une constitution républicaine éthiopienne, et ce qui fait qu'il y a aujourd'hui 54 États en Afrique, et dans ces 54 États, 53 sont devenus des républicains depuis leur indépendance. Sauf le Maroc qui a recouvré son royaume, un royaume, je ne sais pas qui leur a donné. Mais voilà, c'est ça la question. Aujourd'hui, l'Éthiopie a perdu sa souveraineté constitutionnelle. Est-ce que c'est est-ce que la question est-ce qu'on peut répondre à cette question, et comment les Éthiopiens peuvent recouvrer cette souveraineté monarchique qui a une histoire de milliers d'années. Et donc voilà, c'est ça ma question. Les Juifs noirs, ce sont des congrégations religieuses constituées par des Afro-Caribéens et des Afro-Américains, et qui se sont développés un peu dans certaines îles de la Caraïbe, mais surtout en fait à New York, Harlem, qui était donc cette grande métropole noire des années 1920. C'est là où il y a eu, peut-être vous avez entendu parler de la renaissance de Harlem. C'était un grand mouvement, voilà, littéraire, artistique, social, politique, où le nombre en fait de migrants venus de tous les États-Unis et de toutes les Caraïbes, voilà, faisait bouger les lignes en fait dans cette grande ville. C'est dans ce milieu-là que se sont établies et développées ces congrégations de Juifs noirs qui revendiquaient un double héritage, hébreu et éthiopien. Peut-être avez-vous entendu parler de Jacques Faïtlovitch, de l'Alliance israélite universelle, donc des grandes organisations internationales juives de l'époque qui découvraient, entre guillemets, l'existence de juifs éthiopiens. En fait, Faïtlovitch, c'est une autre histoire, ça c'est une histoire qui appartient à l'Éthiopie, j'allais dire, et au développement, à l'histoire, là c'est pas possible. Donc le développement, bon, voilà, de la connaissance à propos de ces juifs d'Éthiopie a été très importante, et Jacques Faïtlovitch, qui a été instrumental là-dedans, a aussi voyagé
à New York et a aussi rencontré ces congrégations naissantes et a contribué en partageant comment dire, des informations venues d'Éthiopie au bourgeonnement et au déploiement de ces congrégations de juifs noirs. Et c'était voilà, des congrégations très dynamiques, il y en avait plusieurs, il y a plusieurs grands leaders, et le rabbin Arnold Josiah Ford était l'un d'entre eux, et c'est un des premiers en fait, qui a fait le voyage jusqu'en Éthiopie pour y vivre, pour y rester. Et il est connu parce qu'il voilà, il a écrit des musiques qui restent chantées jusqu'à aujourd'hui dans les milieux garvéites, culturellement liés au nationalisme noir, au mouvement Rastafari, etc. Donc voilà, rapidement, à propos des Juifs noirs, il a été suivi par d'autres personnes. On pense à Ada Bastian, Dora Paris, à ces Afro-Américains qui ont vécu en Éthiopie des années avant de devoir quitter l'Éthiopie à cause de la guerre italo-éthiopienne de 1935. C'est à cause de cette invasion de 1935 que ces Juifs noirs venus des Amériques pour vivre en Éthiopie ont dû quitter l'Éthiopie, sauf le rabbin Ford et Minion Ford. Bon, le rabbin Ford était décédé en fait en décembre 1935, mais sa femme, elle est restée parce qu'elle avait promis à son époux que jamais elle n'abandonnerait l'Éthiopie. Et voilà, c'était une grande dame. D'ailleurs, elle a été appelée Teacher Tilikwa, la grande, par les Éthiopiens qui sont passés par leur école. Voilà, je parle trop, pardon. Excusez-moi juste, donc c'est un mythe, la reine de Saba et le roi de Salomon, les juifs éthiopiens qui sont les Felachas qu'on dit là. Oui. Est-ce que c'est un mythe? C'est une histoire, ça n'a rien à voir avec les vrais juifs Alors, moi j'ai pas dit ça. Hein. Non. Il y a des communautés juives très anciennes en Éthiopie qui avaient été appelées autrefois Falasha, qui s'appellent elles-mêmes Beta Israël, et les congrégations de juifs noirs qui se sont développées aux États-Unis notamment dans les années 1900, 1910, 1920, etc. se sentaient liés à ce judaïsme éthiopien, mais ce sont des Caribéens et des Noirs américains qui vivent aux Amériques et qui ont rejoint, pour certains d'entre eux, l'Éthiopie, mais il y a encore aujourd'hui des congrégations très vivantes de Juifs noirs, notamment aux États-Unis. Donc tous les mythes, les mythes, ça ne veut pas dire que c'est... les mythes, c'est ce qui est fondateur de nos sociétés. C'est sur des mythes, on bâtit des nations, on bâtit des peuples. Donc les mythes, ça ne veut pas dire mensonge. Non, mythe, ça veut dire fondation. Voilà. C'est une histoire qui est... Il y a plusieurs histoires, même pour les Beta Israël, il y a plusieurs histoires de leurs origines. Voilà. Mais ce qui est intéressant des Juifs noirs américains, c'est qu'ils ont développé des synagogues, des congrégations, des rituels, sur cet double héritage, à la fois hébreu et éthiopien, c'est-à-dire aussi noir, avec cet imaginaire que l'Éthiopie pouvait évoquer pour ces populations-là. D'accord, merci. Je dis juste un mot sur l'OUA, puis je te laisse le micro. Ok. Bon, la première question de notre ami Félicien, elle était trop vaste. Hein. Comment dire? Ce qui est intéressant, c'est que la fondation de l'OUA a été faite le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Et il a fallu, en fait, toute l'aura politique de l'empereur Haïlé Sélassié, toute sa finesse diplomatique, toute sa réputation de chef de file de la lutte antifasciste et anticoloniale, il a fallu tout ça pour réunir, en fait, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, les nouveaux États africains, disons nouvellement indépendants, qui étaient schématiquement divisés en deux grands groupes qu'on appelle le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca. Ces deux grands groupes formés par ces États nouvellement indépendants avaient des visées politiques très différentes. Un groupe
était, disons, radical. Il était incarné par des personnalités comme Kwame Nkrumah, par exemple, le premier président du Ghana. Eux, ils voulaient une indépendance complète, mais une indépendance de tout le continent sous une forme politique unifiée. Ils espéraient des États-Unis d'Afrique, en fait. Donc voilà, cette vision radicale de Nkrumah, d'autres chefs d'État africains s'y opposaient formellement. Il n'était pas question d'abandonner une souveraineté qu'ils commençaient à peine à acquérir suite à leur lutte anticoloniale ou à leurs arrangements avec les anciennes puissances coloniales. Ce groupe, disons, plus tiède, était incarné notamment par des personnalités comme Léopold Sédar Senghor. Donc voilà, il y avait des avis donc très différents au sein du continent africain sur qu'est-ce que devait être le futur politique de ce continent. Et il a fallu donc la finesse diplomatique d'Haïlé Sélassié pour arriver à créer un compromis, en fait, pour fonder l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. Et l'OUA était à la fois donc une réalisation fantastique et un vrai compromis, notamment parce qu'il acceptait les frontières qui avaient été tracées par les puissances coloniales européennes. Et vas-y. Je ne sais pas, beaucoup de gens ignorent. Dans les années 30, l'empereur Haïlé Sélassié, quand ils ont nommé les premières compagnies aériennes éthiopiennes, ce n'est pas Ethiopian Airlines, son nom. Ça s'appelait Let's Bring Africa Together. Et ça, c'est la plupart des gens. Haïlé Sélassié, il avait déjà cette vision de panafricanisme bien avant l'indépendance de la plupart des pays africains. C'est ça ce que je dis. Merci pour cette précision. Et ce qui était important à un moment, c'était que ces pays nouvellement indépendants se dotent d'institutions pouvant représenter les États, notamment dans les négociations internationales. Donc ces pays africains, Félicien, ont fait beaucoup, mais on ne peut jamais perdre de vue l'appétit colonial, néocolonial, qui a continué à ronger les ressources de ces pays et qui ont sans aucun doute représenté un frein à toutes sortes d'unités et de projets en commun. À bientôt sur Gojo TV.